L'actualité dans les kiosques à journaux cette semaine gravite autour des priorités du Cameroun en 2025. Crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, dette publique et resserrement prolongé des conditions financières mondiales sont quelques menaces identifiées dans le financier d'Afrique. Au ministère de la Défense, le cap est fixé lors de la cérémonie de présentation des vœux. Joseph Betty Assomo réitère les encouragements du chef des forces armées, rapporte le quotidien, quand Le Jour et Cameroun Tribune relèvent les défis importants dans un contexte d'année électorale. Sécurité pour les personnes et les biens, amélioration des équipements et réalisation de diverses infrastructures, entre autres. Sur un autre front, celui de la lutte contre la vie chère, le drapeau annonce des prix cassés sur l'ensemble du triangle national. Après l'opération de vente promotionnelle au boulevard du 20 mai, la caravane du ministre du Commerce investira les communes, relève le tabloïd. La stratégie de proximité voulue par le président de la République a soulagé, à en croire le journal, les COPS de l'université de Yaoundé 1. L'étudiant rapporte en effet que la vente promo a été bien accueillie par les étudiants de l'université de Ngouaïkele. Autre actualité importante à suivre dans la presse, c'est ce qui change véritablement dans la carrière et le solde des agents de l'État. Le dossier sur la nouvelle application Aigle, plateforme de gestion des effectifs de l'État, est à lire dans les belles pages du quotidien gouvernemental. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette édition de Scène de presse. La présidence de la République vient de décider de la mise à disposition d'une subvention de 560 millions de francs CFA au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite One et MTN Elite 2 pour la saison sportive 2024-2025. À la suite de la lettre du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le 20 janvier 2025, il y a eu un communiqué de presse publié par la FECAFOOT. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a fait de même le 21 janvier. On se perd un peu à la lecture et surtout à l'interprétation du contenu des trois correspondances. Et on le voit très bien en lisant les journaux de cette semaine, tout au moins ceux qui ont consacré de l'espace au traitement de cette actualité. Comment interpréter les correspondances du SGPR, du MINSEP et de la FECAFOOT sur les modalités de répartition, d'octroi et de contrôle de la dotation des 560 millions de francs CFA? C'est le sujet principal de cette édition. Les invités sur le plateau qui vont donc vous donner les codes de décryptage et ils vont vous permettre d'avoir les clés de lecture de l'acte présidentiel. Ils le feront tout aussi bien pour une autre actualité brûlante de lundi dernier, à savoir l'investiture du président américain Donald Trump, le 47e président des États-Unis, à travers le discours prononcé sous la coupole du Capitole à Washington, D.C. Nous nous chargeons de les présenter. Je commence par ma gauche, Michel Florence Dikoumé. Bonsoir. Bonsoir, M. Servan Legambélé. Merci de m'inviter. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Michel Florence, d'être là. Vous êtes spécialiste en relations internationales et diplomate. À côté de vous, c'est Timothée Somba Abena. Bonsoir. Bonsoir, cher Séverin. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Mon bonheur est toujours heureux que d'être convié à cet espace sélect de décryptage et d'interprétation de l'actualité du Cameroun. Directeur de publication des journaux La République, La Presse et l'Élite, chargé de recherche au Centre national d'éducation du Minérésie, spécialiste en droit public. Je continue. À ma droite, Gabriel Loga, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis très ravi de participer à cette émission, notamment parce qu'elle touche un sujet très important pour nous, à savoir la subvention de la présidence de la République au club de l'Élite One et l'Élite 2. Gabriel Loga est journaliste principal hors échelle, chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je termine avec Emmanuel Gustave Samnik. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus. C'est un plaisir partagé. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Actu Sport. À tous, nous disons merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée par la CRTV. Dans une lettre datée du 10 janvier 2025, signée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on peut lire, je cite, «
Faisant suite à votre correspondance citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, par courrier séparé de ce jour, le ministre des Finances a été instruit de mettre à la disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, la somme de 560 millions de francs CFA, représentant la subvention de l'État au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 au titre de la saison sportive 2024-2025. Au regard de l'interprétation difficile des communiqués de presse, la FECAFOOT et puis du MINSEP, le quotidien Mutation constate et écrit que, je cite, « l'argent de Paul Biya divise ». Le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football revendiquent chacun la gestion des 560 millions octroyés au club sur très haute instruction du chef de l'État. Eh bien, Timothée, vous avez traité ce sujet-là dans vos journaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Qui dit quoi? Qui fait quoi? D'entrée de jeu, je dirais qu'il faut dédramatiser. Il faut défanatiser le débat. Une fois que je l'ai dit, je rassure l'opinion en disant qu'il n'y a rien de complexe dans cette affaire. Et je vais entrer par une anecdote. Constatant que dans votre foyer, vous êtes incapable de subvenir à vos charges, l'État, qui est le père de tout le monde, décide de vous accompagner. Mais au bout d'un certain temps, votre épouse se rend compte qu'elle ne perçoit pas suffisamment l'accompagnement du père de tout le monde, qui est l'État. Votre épouse va donc se plaindre et le père décide que dès demain, je vais envoyer l'accompagnement de manière séparée. Donc, 350 millions, j'envoie à la fédération organisateur du championnat, qui est l'époux, et 560 millions, j'envoie au club, ici, que je désigne comme étant l'épouse. Est-ce que vraiment il y a à gloser sur l'approche présidentielle? Non, il faut tout simplement féliciter et admirer l'approche présidentielle qui a compris que sans l'intervention de l'État, le football au Cameroun ne peut pas marcher. Et je m'en voudrais de ne pas situer le contexte de cette affaire, qui est qu'après la bérésina des pays africains à la Coupe du Monde 2010, la FIFA obtient des États que ceux-ci professionnalisent les championnats locaux en les transformant en ligues professionnelles, non pas indépendantes, mais distinctes des fédérations sportives. Donc, si on reste même dans l'esprit et la volonté de la FIFA, on devrait comprendre qu'en principe, la FECAFOOT ne devrait même pas s'occuper des affaires de championnat. Mais comme au Cameroun, les présidents de clubs eux-mêmes ne sont pas des enfants de cœur, ce sont eux qui se plaignent de la FECAFOOT aujourd'hui, alors qu'ils ont maudit la Ligue de football professionnel hier. Toujours est-il qu'on ne va pas refaire l'histoire, on doit avancer. Et on avance comment? On avance avec la FECAFOOT en tant qu'organisateur du championnat et les présidents de clubs, chacun devra gérer simplement le montant qui lui est dû. Et la précision de la lettre du RGPR est éloquente ici sur un aspect. Il dit que ce soit pour chaque bénéficiaire, donc autant la FECAFOOT que les présidents de club, devra à la clôture de la saison sportive fournir un compte d'emploi et le déposer auprès de qui? On va revenir sur le compte d'emploi. Voilà. Emmanuel Gustave, est-ce que vous partagez l'avis développé par Timothée? Parce que quand on lit le quotidien, le jour quotidien de cette semaine qui s'est intéressé au sujet, il indique, parlant de la subvention querellée, que l'État octroie directement les 560 millions de francs CFA au club. Je crois que c'est là le problème. Est-ce que vous avez la même lecture? Non, pas tout à fait. J'ai la même compréhension de ce que l'État a décidé d'appuyer le football dit professionnel au Cameroun par une subvention financière. Et que dans la méthodologie d'octroi de cette subvention-là, il y a eu, si ce n'est des dysfonctionnements, moins des incompréhensions. Et l'État adopte une autre méthode, estimant qu'elle sera plus efficace pour l'objectif qui est d'aider le football professionnel à se développer, à se jouer. Je ne suis pas sûr que dans les différents correspondants que vous avez cités, le fil conducteur, c'est qu'on donne directement l'argent au club. On ne peut même pas le faire. Parce que l'avantage de l'argent public, c'est qu'il y a toujours une traçabilité. Et pour ce qui est du football, l'institution qui gère le football, c'est la Fédération camerounaise de football. C'est elle qui vous dit que j'ai, dans mon championnat de première division, tels adhérents. C'est la FECAFOOT qui établit la liste des clubs de première division qui bénéficient donc de l'aide prévue par l'État
depuis longtemps, depuis qu'on a adopté le championnat professionnel au Cameroun. Donc, pour moi, ce n'est qu'un problème de méthodologie. Et nous tous, nous souhaitons que s'il y a eu des dysfonctionnements, que cette nouvelle approche, qu'elle soit plus efficace et que l'argent parvienne au club. Mais moi, je suis encore réservé parce qu'on a connu la première expérience qui n'est pas celle de la subvention de l'État, mais du sponsoring. Par exemple, du championnat de football féminin qui est à sa 5e saison, Guinée Super League. Dans les 2 premières saisons, le sponsor avait décidé d'aider les clubs à payer les salaires de joueurs. Et on donnait donc l'argent au club directement. Mais plusieurs clubs ne reversaient pas ces salaires-là. Et le sponsor, qui n'est pas l'État, a adopté une autre méthode qui est de prendre directement soit les comptes, soit les numéros de téléphonie mobile des joueurs et de les transférer l'argent directement. Et ça leur parvient. Donc, c'est ce qu'on recherche ici, c'est l'efficacité. Espérons que tout le tralala qu'on entend là, c'est pour l'efficacité, pour que ça profite. Parce que cet argent, ce n'est pas pour l'argent de poche du président. Je crois que c'est pour les salaires des joueurs qui ont été convenus. Sauf qu'il y a eu une concertation en date du 18 décembre 2024 et plusieurs présidents des clubs d'élite, c'était avec le ministre des Sports, c'était plein, indiquant formellement qu'ils ne voudraient plus que cet argent-là transite par la FECAFOOT. Alors, Gabriel, est-ce que finalement, au regard des correspondances que nous évoquons ici, est-ce qu'on a suivi la doléance des présidents de club? Est-ce que cet argent leur est destiné directement, passant bien sûr par l'agent comptable? Je crois que l'administration est toujours à l'écoute des citoyens. Je suis d'accord avec la genèse qui a été faite sur ce plateau, mais il faudrait dire que le sport en général, le football, suscite beaucoup de passion et d'émotion. Et vous avez bien fait de nous inviter ici pour essayer de dépassionner cela. Monsieur Somba l'a dit tout à l'heure, c'est en 2010, au sortir de la Coupe du Monde sud-africaine, que la FIFA a exigé aux fédérations, notamment africaines, de mettre en place des ligues de football professionnel pour professionnaliser davantage ce domaine d'activité. Et cela a été fait. Jusqu'en 2013, la Fédération camerounaise de football avait des sponsors et quelques-uns de ces sponsors sont partis en 2013 et la Fédération était obligée de recourir à l'État pour un appui. Et cela a été fait. Les 560 millions dont on fait cas ici sont disponibles depuis 2013. Mais cet argent était destiné à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Aujourd'hui, il y a un conseil transitoire. D'aucuns pensent même que nous assistons à une situation d'illégalité de fait ou bien d'inexistence de base légale, d'autant plus que c'est la FECAFOOT qui gère cet argent. Et vous avez bien fait de dire que, au départ, c'est le président de la fédération qui adresse une correspondance à la présidence demandant la mise à disposition de ces fonds pour le championnat de cette année. Maintenant, en retour, le SGP, ministre d'État, adresse une correspondance au ministre des Sports, qui sait bien qu'au Cameroun, c'est le ministère des Sports qui élabore et met en pratique la politique sportive. Donc, c'est des pratiques administratives qui sont connues. Et le 18, vous l'avez si bien dit, décembre, le ministre organise une réunion. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette réunion? Il s'avère que chaque année, ces fonds sont débloqués par l'État. Mais la fédération estime que les clubs ne payent pas les joueurs. Et les clubs également accusent la fédération de ne pas reverser l'argent qui est destiné aux clubs à leur intention. C'est pour ça que la très haute hiérarchie estime que pour que cet argent soit débloqué, il faudrait voir un peu plus clair. Donc, la réunion du 18 a regroupé les présidents de clubs Elite One et Elite 2, les deux fonds 33, plus la Fédération camerounaise de football, qui, malgré le fait qu'elle soit invitée, le président s'est excusé, mais ne s'est pas fait représenter. Et à l'issue de cette réunion, des conclusions, des propositions ont été faites, et je crois qu'à l'unanimité, les présidents des clubs ont estimé que comme cet argent leur est destiné,
il faudrait que cet argent leur parvienne directement. D'autant plus que, il faudrait le dire, l'État débloque 910 millions chaque année pour la bonne marche du football au Cameroun, parce que les 350 millions, c'est pour l'organisation du championnat, par exemple la location des stades, par exemple le paiement des arbitres. Donc, les 560 millions devraient aller directement au club. Des propositions ont été faites de la très haute hiérarchie et en retour, vous avez évoqué la lettre de janvier. La présidence a donné donc son OK pour que cet argent soit directement versé au club. Mais le ministre, dans son communiqué dont vous avez fait cas du 16, a pris des dispositions. Parce que l'argent, la manipulation de l'argent vous met toujours face à certaines tentations. Le ministre a demandé, si vous regardez le communiqué, il a parlé d'un compte d'emploi prévisionnel. Dans le langage financier, on appelle cela la mémoire de dépenses. C'est-à-dire que vous dites, voici l'argent, les 20 quelques millions qu'on va me donner, voici comment je vais utiliser l'argent, parce que c'est sur la base de votre compte d'emploi prévisionnel, votre mémoire de dépenses, qu'on va vous auditer à la fin du processus. Donc, on a pris des dispositions, parce qu'on sait qu'on n'accuse pas le président du club, mais quand l'argent entre vos mains, vous pouvez avoir la tentation de l'utiliser à d'autres fins. Donc, on a pris des dispositions pour encadrer le processus. Et je pense que, étant donné que les conclusions sont venues du club, étant donné toutes ces dispositions prises par les pouvoirs publics, que ça pourrait atteindre l'objectif qui est d'aider le football camerounais et surtout les clubs pour pouvoir évoluer. Michel Florence, vous comprenez ce combat? Oui, les Camerounais, on s'y intéresse vivement. On ne peut que le comprendre. Je me satisfais déjà d'une question que je voudrais assez éluder ici, c'est de savoir que les fédérations devraient comprendre qu'elles jouissent une double gestion. Il y a une gestion qui est affectée aux comités internationaux et une autre au gouvernement du Cameroun. Et ça ne devrait plus être discutable dans la mesure où nous réalisons que l'État s'est subventionné, l'État s'est donné de son argent. Et à chaque fois qu'on met de l'argent, on a un droit de regard parce que l'argent appartient aux contribuables et ceux qui affectent ces fonds eux-mêmes rendent gorge lorsque des audits sont faits. Alors, aujourd'hui où l'État du Cameroun décide, n'est-ce pas, de sortir les footballeurs de la paupérisation, tous les Camerounais devaient d'ailleurs en être contents. Cela nous épargnerait dans les différents forats, dans les communiqués assez alambiqués, de venir en aide, n'est-ce pas, à un ancien international ou un joueur local qui, n'est-ce pas, a des problèmes dans un hôpital, qui n'arrive pas à se loger. Vous savez, c'est aussi ça la justice sociale. Pouvoir permettre que dans tous les secteurs socio-professionnels, que les gens puissent, les acteurs puissent jouir, n'est-ce pas, du salaire de leur travail. Alors, qu'on affecte des salaires directement aux joueurs aujourd'hui, vraiment, c'est une grande avancée et elle est même à saluer. Ça permet que chacun envoie son compte Orange Money. Pourquoi ne même pas ouvrir des comptes conventionnels dans la mesure où ce sont des salariés désormais? Donc, au lieu des Orange Money où on peut avoir quelques distractions et autres. C'est justement le reproche qu'on fait aux joueurs. Voilà, il faudrait donc justement qu'aujourd'hui... Ils n'ont pas de contrat et puis... oui, puisque justement, l'argent vient du ministère des Finances et nous savons que chaque fédération a un matricule logé au ministère des Finances. Pourquoi n'attribuerait-on pas des matricules à chacun des joueurs afin que, comme des fonctionnaires aussi, qu'on vise directement le salaire à la fin du mois et qu'on sorte, n'est-ce pas, de ces petites chicaneries qui amènent les autres à se livrer, n'est-ce pas, à des peccadilles de basse échelle. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dedans. On affecte de l'argent directement, on envoie l'agent comptable, n'est-ce pas, à la FECAFOOT qui est logé au ministère des Sports. Le ministère des Sports reste à tutelle, ne touche pas à l'argent, mais quand même à droit de regard, et c'est pourquoi on demande une certaine traçabilité. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait problème. Pourtant, moi, je crois que les opérations sont claires, les connexions sont là, mais simplement pour davantage améliorer le travail, il faudrait que ces footballeurs aient des comptes conventionnels avec des matricules au niveau du ministère des Finances et que leur argent leur soit reversé tranquillement afin d'éviter toute forme de polémique. Je reviens dessus parce que je voudrais qu'on soit clair. Hein. Je cite le communiqué du ministre des Sports. Aussi bien en résonance avec les conclusions de la concertation ad hoc du 18 décembre 2024, c'est le ministre des Sports qui parle, en invitant les présidents des 33 clubs concernés, notamment les 16 retenus en Elite 1 et les 17 autres Elite 2, à déposer dans un délai de 72 heures à compter du jour de la signature, c'était le 21,
dans les bureaux de l'agent comptable du Minifi auprès de la FECAFOOT le relevé d'identité bancaire de leur association sportive. Quand on parcourt le communiqué de la FECAFOOT, on semble dire que la FECAFOOT conditionne la répartition de cette subvention. Il revient désormais au club de présenter les documents nécessaires pour bénéficier de cette subvention. Vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, recueil des justificatifs de paiement des salaires des joueurs, transmission dans les meilleurs délais à la FECAFOOT des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Je crois que c'est là le problème. On se perd un peu. Oui, je crois que celui qui veut se perdre peut se perdre. Mais c'est tellement clair parce que dans l'architecture administrative, vous ne pouvez pas répondre à une lettre qui ne vous est pas adressée. La lettre de la très haute hiérarchie du ministre d'État SGPR est adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, avec des indications précises. Et c'est sur la base de cela que le ministre a fait des propositions claires pour la répartition des 560 millions. Je crois que, comme je l'ai dit au départ, il faut éviter des passions. Et il faudrait également dire que, c'est vrai, peut-être ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, mais cette décision fait partie d'une disposition générale qui concerne la loi de finances de 2025. Vous avez suivi par ailleurs les mêmes passions lorsqu'on a reconfié la gestion des subventions pour l'organisation des compétitions sur le plan national et les subventions pour la participation des artistes et clubs camerounais aux compétitions internationales. On a passé 2 années de transition où cet argent était géré par le président des fédérations. Cette année, on a remis cette prérogative au ministre des Sports parce qu'on a constaté un certain nombre de dégâts, permettez-moi le terme, en ce qui concerne la gestion des responsables de fédérations. Donc, la disposition prise par la très haute hiérarchie fait partie de cette nouveauté qu'on a réintroduite au niveau de la loi de finances de 2025. Et je pense que les dispositions prises permettent d'aller droit au but. Je pense également que la gestion de l'argent, que ce soit dans les fédérations, que ce soit à la Fédération camerounaise de football qui nous concerne ici, crée toujours quelques remous. Mais lorsqu'on prend des dispositions, lorsqu'on met des garanties en place, on ne devrait pas avoir peur parce que l'État, c'est l'État qui est garant. L'État qui est garant de la politique sportive. Et lorsque l'État vous donne des moyens, parce que l'État n'est pas obligé de donner des moyens, que ce soit la fédération, que ce soit. Mais lorsque l'État donne les moyens, l'État doit se garantir, doit donner les garanties en sachant que cet argent est utilisé à bon escient. Donc, je crois qu'il y a cette guerre de communiquer parce que chacun veut peut-être tirer la couverture de son côté. Mais chacun dans son rôle. Moi, tel que je suis, les communiquer là. Sauf que ça ne devrait pas alimenter le débat public, comme si on prend l'opinion à témoin. Ça, c'est le communiqué, la FECAFOOT, là. C'est la procédure normale de contrôle de ces associations membres là-bas. Pour de commencer la saison, il y a un cahier de charges. Est-ce que vous avez fait ceci l'année dernière? Vous avez affilié, vous avez acheté combien de licences? Ça, c'est les détails techniques qui ne devraient pas concerner l'opinion. C'est ça qu'il rappelle. Maintenant, la lettre de SGPR a rappelé que c'est la FECAFOOT, Fédération, et ce qui est logique, normal, naturel, qui dresse la liste des clubs qui sont en championnat de première division qu'on appelle Elite One et dans le championnat de deuxième division qu'on appelle Elite Two. Maintenant, si la fédération a des dispositions internes là pour dire que si tu n'as pas fait ceci, tu n'appartiens pas au championnat, qu'ils le disent. Le ministère des Sports, je crois, a la liste des 33 clubs qui sont en activité. Les 2 championnats ont commencé. Et c'est sur cette base-là que le ministère leur demande de donner leur RIP. Leur RIP, oui. Le truc bancaire pour transférer l'argent via l'agent comptable qui est logé à la FECAFOOT pour le compte du ministère des Finances. Oui, j'aimerais dire à ce niveau que c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec la langue de bois. Là, la FECAFOOT se fourvoie à travers son communiqué. Pourquoi je l'ai dit? Ces conditions-ci sont les conditions qu'on pose au club au moment de la délivrance des licences et l'affiliation. La FECAFOOT doit s'arranger à ce que chaque club à qui elle va reconnaître la qualité de membre de la FECAFOOT est clean. De sorte que lorsque l'argent de l'État arrive,
la liste qu'elle envoie au ministère des Sports est une liste qui n'a plus besoin d'être retouchée. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que la fédération, je ne fais pas son procès, se met à copier l'État dans l'esprit de tolérance administrative. Elle ne joue pas son rôle véritable de gardien de contrôle de l'orthodoxie en matière de sport. Et lorsqu'elle se rend compte qu'il y a de l'argent qui arrive, elle se dit, bon, je vais vous faire le chantage sur les questions d'argent. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre traitement de cette information, on a parlé de chantage. L'État n'est pas censé connaître qui est club Elite One, qui est club Elite 2. C'est pour ça que le SGP dit que c'est la FECAFOOT qui dresse le listing. Ça veut dire quoi? Le listing de la FECAFOOT empêche qu'on ait des joueurs fictifs, empêche qu'on ait des clubs fictifs. On doit se rassurer que le denier public va entre les mains des réels bénéficiaires. Et c'est pour ça que le ministère des Sports, dans son communiqué, parle bien de meilleure restitution aux bénéficiaires. Donc, je me dis aujourd'hui, vraiment, la FECAFOOT ne gagne rien à créer cet imbroglio. La preuve en est que ça, c'est le journaliste qui parle. Depuis la sortie du communiqué, les présidents de clubs ont décidé de ne pas souscrire aux indications de la FECAFOOT. Ils défilent au ministère des Sports pour déposer leur RIP. Parce que ce que l'opinion doit aussi comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'argent comptable auprès de la FECAFOOT, il n'est pas personnel de la FECAFOOT. L'agent comptable de la FECAFOOT est un personnel de la pairie spécialisée qui est logé au ministère des Sports et qui s'occupe de 3 ministères. On le met auprès de la FECAFOOT pour gérer tout l'argent que l'État met dans le football. Et la logique de l'État est simple. C'est que les fédérations sportives bénéficient un peu d'une immunité administrative vis-à-vis des États, en vertu du principe de non-immixtion que la FIFA impose. Alors l'État se rend compte que, en confiant l'argent aux fédérations, si elles gèrent mal, il ne peut rien faire au président. Vaut mieux que l'État lui-même gère tout son argent qu'il destine aux fédérations, de sorte qu'en cas de pépin, parce qu'il est plus facile pour le président de la République, puisqu'il s'agit de lui, de sanctionner le ministre des Sports que de sanctionner le président de la FECAFOOT. Sinon, la FIFA peut nous suspendre. Il vaut donc mieux responsabiliser celui sur qui on a le contrôle, qui est le ministre des Sports, pour gérer l'argent de l'État. Donc, simplement aujourd'hui, la FECAFOOT devrait se réjouir avec nous et fournir toutes les informations au ministère des Sports pour que les bénéficiaires réels soient atteints. Mais, pour la saison prochaine, elle doit fonctionner comme ça se passe en France avec la DNCG. En fin de saison, chaque club produit un rapport. Lorsque vous ne fournissez pas ces garanties, on vous relègue. On appelle ça la relégation administrative. On attend un gendarme comme ça en matière de football au Cameroun, puisqu'aujourd'hui on parle du football. Je veux quand même faire une précision concernant la FIFA. Ne suspend jamais une association parce que les dirigeants de l'association ont fait les malversations avec l'argent public. La FIFA contrôle son argent, le fonctionnement des associations. L'État est libre de poursuivre les membres de la fédération qui ont mal géré son argent qui a la traçabilité. Donc, ce n'est pas impossible. C'est simplement que je crois que l'État est dans la recherche de l'efficacité pour mieux appuyer ce football. Mais si, même les clubs là, à qui on donne l'argent, s'ils le détournent, l'État est fondé à les poursuivre. La FIFA n'interviendra pas. Mais je crois quand même qu'il est de bon ton que la FECAFOOT cesse de jouer les enfants turbulents et contestataires. Il faut que ça s'arrête. Parce que ce dont nous sommes en train de discuter, si on ne devrait même pas en parler, c'est une note interne entre la fédération et les présidents de clubs. Ils devraient s'entendre là-bas, mettre tout à jour et nous servir simplement une copie des véritables joueurs décemment recensés et rémunérés qui devraient attendre rémunération de l'État. Et je ne comprends pas, dans la mesure où, lorsque j'essaie de revenir sur certaines chronologies, il a fallu qu'il y ait la sortie du SGPR et du MINICEP pour que tout de suite aussi, la FECAFOOT estime qu'elle a un mot à dire. Donc moi, je crois que quelque part, elle est en train de se comporter en biais. En fait, le véritable problème n'est pas celui-là. C'est le problème justement de cette ligne de crédit qui passe directement vers l'agent comptable et qui ne transite plus du tout vers la FECAFOOT. Donc, je crois qu'il faut qu'elle cesse de se livrer à ce type de jeu-là. Et puis, je me souviens quand même qu'après l'élection du bureau actuel, parmi les promesses qui avaient été faites, il y avait celle-là aussi, celle de rémunérer, n'est-ce pas, les joueurs.
Et je crois que c'était l'un des éléments qui avait porté le président actuel. Donc, au lieu de se satisfaire de ça, de se réjouir avec nous, je ne sais pas pourquoi, on se met encore à tanker, on se trouve dans des petites tergiversations. Apparemment, ce n'est plus du tout ça, on n'est pas du tout content de la manière dont ça se fait. Donc, je crois quand même qu'il faudrait que l'argent aille droit aux bénéficiaires et qu'on arrête, n'est-ce pas, de raser les murs, de jouer en biais, qu'on pose véritablement le problème. Il y a aussi une autre question. La FIFA a demandé en 2010, vous l'avez dit sur le plateau, qu'on professionnalise, n'est-ce pas, la profession de football et que l'État s'y mette. L'État s'y met. Pourquoi, quand il est question de la fameuse convention OMICEP où la FIFA, la FECAFOOT et l'OMICEP se mettent ensemble, non, la FECAFOOT ne veut rien entendre. Aujourd'hui où on doit professionnaliser, on est d'accord, mais sur la distribution de l'argent, les virements faits, on n'est plus d'accord. Alors là, moi, je crois qu'il faudrait que la FIFA essaye, la FECAFOOT essaye de se ranger, de présenter bonne figure, de laisser patte blanche à l'agent comptable de gérer, n'est-ce pas, ces virements qui arrivent droit du MIFI. En une seconde, Séverin, je t'en prie. Surtout que on ne peut pas être plus royaliste que le roi. L'État, en débloquant 350 millions à la FECAFOOT, ne lui a posé aucune condition. Pourtant, l'État aurait pu lui demander aussi de faire un rapport sur la situation des subventions précédentes, un rapport sur le paiement des stades et tout. Mais l'État n'a rien fait. L'État a dit, voilà 350 millions, on se voit à la clôture de la saison. Et il y a une subtilité dans les correspondances. C'est qu'au moment de la dotation des 350 millions, on ne nous a pas donné l'objet. Mais maintenant, l'État nous donne l'objet, location des stades et paiement des arbitres. Mais d'où vient-il que depuis quelques journées, ce sont les clubs qui se battent à trouver les stades, alors que la FECAFOOT a reçu l'argent pour louer les stades? C'est un problème qui va rejaillir. Parce qu'à partir de demain lundi, les clubs vont poser le problème à la FECAFOOT. Vous avez reçu de l'argent pour louer les stades, mais vous nous avez imposé de payer nous-mêmes les stades pour jouer. Qu'avez-vous fait de ces 350 millions? C'est un autre problème qui arrive. Je crois que là, il faudrait interroger le fonctionnement global du football. Je rappelle que ce football, quand il s'appelait amateur, se portait très bien. Il y avait toujours 16 clubs de première division. Il y avait toujours les stades de l'État et des municipalités dans lesquels on jouait ce championnat. Il n'y a jamais eu débat ni bagarre pour occuper le stade. On jouait même en nocturne. Moi, j'étais élève du secondaire, je sortais du lycée, j'allais voir les matchs à 18h30 au stade de la Républication à Douala. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, dans la philosophie même de l'État qui veut aider le football à se professionnaliser, je pense que l'aide, c'est un pas. Parce que là, on parle seulement de l'argent, des espèces, de l'argent. Il y a bien d'autres choses. Hein. Oui, il y a bien d'autres. L'État a conçu, par exemple, les stades. Pourquoi ce stade-là ne servent pas à la pratique du football? Les 350 millions, le secrétaire général du conseil transitoire de football professionnel qui organise le championnat a accordé une interview à Caron, je crois que c'était jeudi, cette semaine, où il dit ce qu'ils ont déjà payé à l'ONIES dépasse même déjà les 350 millions. Donc moi, je pense que, toujours dans la réflexion, d'être plus efficace dans le soutien de l'État à la promotion du football concernant le stade, au lieu d'envoyer de l'argent pour louer les stades à la FECAFOOT. L'État a les stades, il a ses institutions, c'est l'État qui a créé l'ONIES. Il peut directement envoyer ça à l'ONIES pour l'entretien des infrastructures et que les matchs se jouent dans les stades normaux, pas dans les stades d'entraînement. Ou bien qu'on mette les clubs au défi de trouver les stades dans lesquels ils vont recevoir les compétitions. On va revenir au stade. Séverin, je voudrais dire un mot. Peut-être que la chance a voulu que nous soyons sur ce plateau. J'ai lu dans un journal de la place hier, quelqu'un se posait la question, à quoi servent les stades que le chef de l'État a mis à la disposition de la jeunesse? Je voudrais dire, j'ai appelé la personne concernée pour dire que il est vrai que nous avons des stades. Nous avons des stades ultra modernes. Et pour la pérennité de ces stades, il faudrait les entretenir, les maintenir. Et l'entretien, la maintenance coûte cher, que ce soit la maintenance préventive, que ce soit la maintenance curative. Alors, je suis dans la maison, je sais qu'il y a eu des expériences, des réflexions qui ont été amorcées. Comment ça se passait? Emmanuel l'a dit, on jouait même en nocturne. Quand le football était amateur, c'est parce qu'il y avait des dispositifs qui avaient été mis en place. Lorsque vous avez un match à organiser, il y avait une répartition des recettes.
avant de répartir des recettes, vous mettez de côté les frais qui ont servi à l'organisation du match. Alors, l'information que j'ai reçue, c'est que cette approche a été amorcée, mais parmi les acteurs, un des acteurs a dit « Niet, moi je préfère gérer mes compétitions ». C'est pour cela que pour maintenir le stade, je vous dis que pour organiser un match à Olembe, surtout en nocturne, les frais vont de 5 millions à X millions. Parce que le matériel technologique qui est dans ce stade requiert qu'on mette en branle l'électricité, l'eau, beaucoup d'autres choses. Donc, il faudrait revenir donc à cette orthodoxie qui veut que lorsqu'on a un match, parce que l'ONIES et la FECAFOOT sont des acteurs de football. Ces deux acteurs vont s'asseoir pour dire que lorsqu'on organise nos matchs, il faudrait d'abord faire des efforts pour que le public vienne. Lorsque le public vient, on met en place une commission de recettes. On sait que l'organisation va nous coûter tant. Lorsqu'on enlève les frais d'organisation, voici l'argent qu'on doit répartir. Parce que même les clubs se plaignent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez approché les clubs qui estiment qu'ils entendent qu'on déclare les recettes, mais à la fin, ils n'ont pas grand-chose. Donc, je crois que des efforts doivent être faits. L'État, le chef de l'État a fait des efforts pour mettre des infrastructures à disposition. Maintenant, si on commence à jouer 3, 4 matchs, 5 matchs par semaine, et qu'on n'arrive pas à maintenir, vraiment, on va revenir à l'étape 0. Donc, chacun doit faire des efforts. Je crois que la réflexion, il faudrait que l'ONIES et la Fédération camerounaise de football s'asseyent pour faire cela. Il faudrait remettre les choses qui ont marché. Lorsque le championnat était amateur, les stades étaient pleins. Je me rappelle, j'étais jeune journaliste à l'époque. Lorsque j'étais à la radio, on faisait des tapages pour match, par exemple, Canon-Tonnerre. Le stade était plein, on avait 50 millions. Et je crois que chaque club se retrouvait dans cette forme d'organisation. Mais il y a une nouveauté. Alors, j'ai bien écouté l'intervention de Michel Florence tout à l'heure, qui s'inquiétait, se disait qu'en fait, on ne devrait pas discuter de ces sujets-là parce que ça relève du fonctionnement normal des organisations, bien sûr, mais le grand public a toujours du mal à comprendre, surtout quand ça vient de la presse. Il y a mon cher ami Timothée qui a dit « l'argent va directement vers les clubs », le jour, et les autres l'ont dit également, mais en apportant ces explications, on comprend mieux qu'en fait, il n'y a pas un problème. Je relais là une question qui a été posée par, je le disais, je crois, un site qui s'occupe des histoires. Il se dit, bon, ben, nous parlons de 560 millions de subventions aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? C'est d'autant plus que l'entité qui s'occupe du football au Cameroun souhaite être autonome. Si jamais cette subvention s'arrête un jour, que deviendra le football camerounais? Il faut qu'on réfléchisse d'une manière globale. Vous avez commencé à le dire. Oui. Est-ce qu'il faut continuer à faire cela? Et il y a même quelqu'un d'autre qui allait plus loin en disant que si la FECAFOOT continue à accepter cette subvention, elle se met automatiquement sous le contrôle de l'État, qui met de l'argent et donc a le droit de contrôler. Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Non, c'est vrai. Il faut que même si elle n'accepte pas ces subventions, l'activité de football se déroule dans un pays, c'est un État organisé. Tout ce que vous faites, même les ONG, l'État peut interdire votre ONG si vous portez atteinte à l'ordre public. Ça n'a pas... Les gens aiment seulement parler d'argent. C'est ça qui gâte le fonctionnement du pays. Non, moi je dis j'étais contre, mais c'était que mon avis, vu mon expérience dans la couverture du sport. En 2013, quand l'État a décidé de subventionner les clubs. Ça n'existait pas. Ce dont je vous parle là, le championnat qui se jouait à 16 clubs, en nocturne, là, en temps de les hivers de Mokolo, que je suis allé voir dans les stades, on ne subventionnait aucun club. Mais quand le stade était plein, comme le dit Gabriel Loga, à la fin, car le lendemain, après le lundi qui suivait le dimanche du championnat, Cameroun Tribune publiait la recette au stade Amadazio, au stade municipal de Bafang. Ça a donné 12 millions. 5 millions sont allés à l'ONIES, à la sécurité. Chaque club est rentré avec 6 500 000. Quand vous avez 3 millions, 6 millions après un match, vous préparez le match prochain. C'était le football amateur. Donc moi je dis, c'est cette appétit, cette gourmandise de francs CFA là, de l'argent qui a amené le gros débat qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'État est dans son rôle quand il décide de subventionner le football. Mais c'est pas seulement en envoyant l'argent liquide au club, puisque ça a marché sans que l'État subventionne les clubs avant. Donc ça peut encore marcher. Maintenant, l'État il y avait un gros déficit infrastructurel.
L'État a énormément investi. Il faut qu'il continue avec les stades de proximité dans les villages, dans les arrondissements, pour que les enfants puissent jouer et qu'il y ait accès. Oui, certes, il y a les frais d'entretien, mais ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ça ne devrait pas être un problème. Je dis, l'argent de l'État devrait servir à ça. Par exemple, l'État donne 360 millions. Il dit, pour payer les arbitres. Ça n'a pas de sens. Les clubs s'affilient, payent les frais d'affiliation. Chaque licence est payée avec l'argent. C'est pour le fonctionnement des compétitions auxquelles on adhère. Et puis, il y a les autres structures. Même quand c'était amateur, il y avait le sponsoring. Donc l'État peut... On ne sortira pas de ce débat tant que les gens bagarrent pour le partage de francs CFA. Je voudrais, avant peut-être pour ne pas oublier, pour dire que la subvention de 560 millions n'était pas destinée à aider la fédération de manière indéfinie. C'était pour un temps précis. Parce que le premier président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, le général Semengue, pour ne pas le citer, avait dit: la Ligue est un enfant qui apprend à marcher. Maintenant, pour qu'on marche bien, l'État nous finance pendant 3 ans. C'était 3 ans. 3 ans, oui. Et les 3 ans-là sont passés. L'État, qui n'a pas trouvé nécessaire de rompre ce financement, a continué à le faire. Mais j'ai dit au départ que d'aucuns pensent que cette subvention manque de base juridique ou bien est dans une situation d'illégalité de fait. Donc, il faudrait peut-être continuer à réfléchir. Mais pour dire que l'État ne va pas arrêter les financements au sport camerounais. Parce que la participation du Cameroun aux compétitions internationales, à 95%, est supportée par l'État du Cameroun. Si on prend le budget du ministère des Sports chaque année, la moitié du budget du ministère va au financement des compétitions. Parce qu'on ne peut pas imaginer une fédération qui financerait ses propres compétitions à l'état national, au niveau international. Donc, les financements vont continuer. Mais il faudrait que, pour chaque financement, l'objectif, l'efficacité, la transparence, parce que le ministre a organisé une réunion il n'y a pas longtemps, il a estimé que, par exemple, pour le fait que le ministre retrouve la gestion des fonds destinés aux fédérations, que nous ne devons pas retomber dans les mêmes travers que les fédérations. Par exemple, les comptes d'emploi. On demandait cela aux fédérations combien de fois quand il s'agit des responsables du ministère des Sports. Donc, un séminaire sera organisé pour dire aux cadres, aux responsables qui seront chargés de cela, voici ce que vous allez faire, voici ce à quoi ça peut retourner si vous n'arrivez pas à justifier les fonds. Parce que le problème qu'on reprochait aux fédérations, c'est qu'un président qui est, je ne sais pas, dans un village caché de quelle région, comment vous pouvez lui demander de fournir les justificatifs lorsque vous ne savez même pas là où vous mettre la main sur lui? Je crois quand même qu'au niveau de l'ONIES, il y a un transfert de fiscalité des recettes de stade vers le trésor public. Donc, lorsque l'État donne l'argent, enfin, il le donne, l'argent tourne et lui revient d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas une perte. Je crois quand même que tout État se doit d'encadrer tout secteur socio-professionnel. Sinon, on dira qu'il y a des missions quelque part. Donc, arrêter cette subvention de 560 000 francs ne serait pas la bonne chose. Je crois que tant que l'État peut le faire, qu'il continue de le faire. Mais il faudrait que la subvention atteigne son objectif. C'est ce que nous disons. Parce que si on aide sans pouvoir autant contrôler... La traçabilité arrive, puisque tout à l'heure, dans la correspondance du ministre des Sports, il a bien demandé qu'il faudrait, n'est-ce pas, une certaine traçabilité. Il attend un retour en ce moment. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce retour-là, c'est sous forme, ce qu'on appelle compte d'emploi. Ça veut dire que j'ai loué le car. Voilà la facture. Ça encourage la surfacturation, la corruption, le partage des espèces. Les populations nous écoutent. Moi, je vais crever l'abcès. L'État est obligé de subventionner le football. Parce qu'il y a échec au niveau des fédérations. Puisqu'aujourd'hui, on parle de la fédération. Voici une fédération qui n'a pas de bus. Voici une fédération qui n'a pas d'équipementier, le basique. Même Semengue avait réussi à avoir un équipementier pour la Ligue professionnelle, qui était Macron à l'époque. Voici une fédération qui ne nous dit pas combien le sponsoring rapporte. Parce qu'il y a une nouveauté dans le championnat maintenant, c'est que le championnat a un nom. L'épithète, c'est MTN. Ça veut dire que MTN finance. Mais on ne sait pas où cet argent va. Les clubs ne le reçoivent pas. Et il y a une autre crise dès demain lundi. Les clubs menacent de ne plus floquer MTN sur leur maillot. Parce qu'ils ne reçoivent rien du sponsoring. Eux-mêmes payent les stades.
on les oblige à porter MTN sur leur maillot, on baptise une ligue MTN, mais on ne sait pas combien MTN donne. Or, MTN le fait dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. L'État ne devrait pas se départir du droit de regard lorsque ces entités signent des contrats. Pourquoi l'État ne questionne pas le contrat entre MTN et la FECAFOOT au point de baptiser notre championnat MTN Elite One? La Ligue de football anglaise, par exemple, qui s'appelle la Guinness Premier League, là-bas, tout est connu. L'État n'a même pas besoin de donner 5 francs. Le sponsoring seul suffit à financer le football. Mais pour ça, il faut que les acteurs jouent franc jeu. Et à l'heure actuelle, il ne s'agit pas d'indexer X ou Y personnes, mais ce sont juste les faits. Il y a un flou artistique dans les finances de la FECAFOOT. C'est de l'inédit. La Coupe du Monde nous a rapporté combien? Sous Joseph Onon connaissait. Les clubs avaient même reçu les retombées de la Coupe du Monde. Mais là, nous sortons d'une Coupe du Monde. Les clubs ont reçu quoi? Rien du tout. On est au courant de rien et l'État laisse qu'on soit au courant de rien. Donc, en ce moment, pour qu'il y ait efficacité, il faut que l'État exige la transparence à tous les acteurs. Alors, ce qu'il faut dire au président des clubs, en plus des RIP qu'il faut déposer au ministère ou à la FECAFOOT, il y a les mémoires prévisionnelles des dépenses et vous devriez justifier cet argent à la fin. Je crois que c'est l'essentiel à retenir de cet échange qui nous permet de sortir d'un débat qui n'aurait pas eu sa raison d'être si on avait compris les choses de la même manière. Le rapport de la commission de chercheurs sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971 a été remis cette semaine à Paris au président Emmanuel Macron. Ce travail mémoriel, entrepris par les chefs d'État français et camerounais depuis 2022, résumé dans un rapport, sera présenté le 28 janvier, c'est-à-dire mercredi, au chef de l'État du Cameroun. Et sur le mandat de la commission, je vais vous faire écouter Karine Ramondi, qui est la présidente de la commission mémoire, que nous avons reçue sur ce plateau de scène de presse à son passage à Yaoundé en octobre 2023. Alors, je dirais que tout d'abord, nous n'avons pas véritablement de mandat. Nous avons un travail scientifique à conduire qui a été impulsé par les pouvoirs politiques français et camerounais et nous avons à écrire une page d'histoire partagée qui est une page d'histoire compliquée, difficile, traumatique, à laquelle nous devons nous atteler avec le plus de sérieux possible puisque les attentes sont très fortes. Elles sont très fortes au Cameroun, en France, parce que nous avons véritablement à éclairer, écrire ensemble ce que la France, dans son entité générale, le mot est très large, a fait au Cameroun durant la colonisation, et particulièrement, on aurait pu remonter évidemment bien en amont de 1945. Mais on a fait le choix de ces bornes chronologiques parce que c'est un moment très important d'explosion des partis politiques indépendantistes. Et puis le choix aussi de restreindre le travail dans sa chronologie, étant donné que nous avions une période relativement courte pour l'effectuer avec le plus de sérieux possible. Alors, c'était Karine Ramondi qui sera bien évidemment ici à Yaoundé dans les prochaines heures parce que nous supposons qu'elle sera au Palais, comme elle a été à l'Élysée, pour la présentation de ce rapport. Vous aviez quelque chose à dire? Oui, justement, les Camerounais attendent vivement ce déballage parce que vous savez, le Cameroun sous occupation a connu plein d'atrocités. Et ce qui dérange un peu, c'est que cette réécriture se fait avec le bourreau. Alors, je ne sais pas très bien si on aura le courage de nos opinions, si là, nous aurons des vérités réelles. Mais faites confiance aux Camerounais qui font partie de la Convention. Oui, je fais confiance aux Camerounais qui sont membres de la Commission. C'est pourquoi j'ai dit j'attends vivement que ce travail nous soit remis, dévoilé, afin que nous assurons également que tous les dossiers classés secrets ont véritablement été déclassifiés et que les Camerounais pourront enfin faire une réappropriation de leur histoire qu'ils ignorent. On va attendre mercredi, peut-être qu'on aura les indices, parce qu'on annonce une conférence de presse juste après la présentation du rapport au chef de l'État.
la commission mémoire va donner un point de presse à Yaoundé. Certainement, à ce moment-là, vous serez édifiés. Moi, Donald John Trump jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions du président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. C'est le président américain qui l'a déclaré, cela conformément à la Constitution. Nous étions le lundi 20 janvier dernier lors de la cérémonie au Capitole à Washington, D.C. Donald Trump a donc prêté serment, revenant ainsi au pouvoir et devenant officiellement le 47e président des États-Unis. C'est le président de la Cour suprême, John Roberts, qui lui a fait prêter serment. Et en raison du froid polaire, moins 6 degrés ce jour-là, et il y avait un vent glacial aussi à Washington. À l'heure où Donald Trump prêtait serment, l'investiture a eu lieu à l'intérieur du Capitole. C'est une grande première depuis 40 ans aux États-Unis. Mais ce qui nous intéresse et qui vous intéresse certainement, c'est le fait que dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, Donald Trump a dressé un portrait assez sombre de l'Amérique actuelle. Il a promis que le déclin de l'Amérique est terminé. Alors, Michel Florent, je commence par vous. Vous êtes diplomate, vous faites mieux cette lecture des relations internationales, de la posture des États-Unis aujourd'hui. Comment vous avez trouvé ce discours? Le discours du président Trump va également à l'endroit des préoccupations américaines de l'heure. Vous n'êtes pas sans ignorer que la puissance américaine reposait sur le dollar, qui a été une monnaie étatisée et qui est d'ailleurs allée au-delà, n'est-ce pas, des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons réalisé une dédollarisation du commerce international, ce qui devenait une préoccupation majeure pour les Américains, réalisant qu'on a beau ne pas le dire, la Chine tend à devenir la première puissance mondiale, même si quelque part elle joue la politique de l'autruche. Il était temps maintenant de ramener aux affaires un super financier qui pourrait, de par son aura, influencer cet état de choses, renouer des accords commerciaux avec le reste du monde et pouvoir remettre, n'est-ce pas, le dollar à son ancienne échelle. Maintenant, le président Trump qui revient toujours au Capitole, fidèle à lui-même. Donc, c'est un président qui est toujours égal à lui-même, qui reste droit dans ses bottes et qui n'a pas fait dans la langue de bois. Il arrive, il ne proclame pas une politique de rupture, mais plutôt une continuité. Je ne sais pas si je devrais déjà embrayer là-dedans parce que le président Trump revient toujours avec son soft power qui estime que l'Amérique d'abord. Donc, ce sont les préoccupations américaines. L'âge d'or des États-Unis. Oui, c'est la préoccupation américaine qui passe avant tout. Il veut redorer d'ailleurs le blason des Américains lorsqu'il revient avec cette Amérique puritaine. On ne trouvera que le père et la mère, ça dit qu'il botte en touche le transgenre, il botte en touche toutes les nouvelles déviances sexuelles que nous voyons, même s'il ne le dit pas à suffire. Mais pour qui comprend, on arrive à lire entre les lignes. Donc, redorer le blason également, c'est avoir une politique de domination au-dessus de tous les États et surtout les maillons. Donc, le président Trump recolmate les anciennes brèches et veut ramener l'Amérique, n'est-ce pas, à sa période initiale où on parlait même de l'unipolarité, ce qui n'est pas tout à fait possible à cause de la politique multipolaire et multilatérale que nous vivons en ce moment. Alors, dans son discours d'investiture, dans lequel il a exposé ses objectifs pour les 4 prochaines années, le président Trump estime qu'au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Quels sont les pays visés ici? Vous les voyez tout de suite? On les voit facilement. Nous voyons la Chine. Madame a parlé tout à l'heure, qui, sur le plan économique, s'avère être très important. Il y a également le Canada, il y a également le Mexique, des pays qui ont des accords avec les États-Unis, mais Madame a parlé de la politique spectacle de Trump. Et je voudrais, Séverin, si vous le permettez, savoir que Trump revient pour la 2e fois comme le président des États-Unis. Il n'a pas eu la chance de doubler de mandat. Peut-être à la lumière, à l'aune des insuffisances de sa politique, il voudrait donc corriger ce qui n'a pas marché. Et vous avez suivi, que ce soit lors de la campagne, que ce soit dans son discours d'investiture, que ce soit même à Davos la dernière fois, il est revenu sur ce qu'il avait déjà dit, mais en renforçant. Quand il dit qu'il va faire des barrières douanières, qu'il demande aux pays dont on a fait cas tout à l'heure, à d'autres pays européens, de venir investir aux États-Unis, je pense qu'il veut d'abord contenter son peuple, ne serait-ce qu'au départ de son 2e mandat. Il faut dire que le président américain cible aussi l'Union
l'Union européenne, parce qu'il fustige son excédent commercial avec Washington. Il appelle l'Union européenne à acheter davantage de pétrole et de gaz américain. Donald Trump s'attaque à tout le monde. Son discours est un tout petit peu violent, mais est-ce qu'il est pragmatique? Est-ce qu'il est réaliste dans ce qu'il déclare? Parce que tout de suite après ce discours d'investiture, en ce qui concerne par exemple le droit du sol, on a vu comment un juge fédéral a trouvé que le décret qu'il a signé, il est anticonstitutionnel, ne correspond à rien. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le Panama a réagi en disant que non, le canal de Panama restera, nous appartiendra. Même le Canada a dit, si jamais on applique des droits de douane excédentaires, nous allons faire la même chose. Est-ce que cette politique annoncée, est-ce qu'elle vous semble... Disons que Donald Trump est égal à lui-même. Il est, comme d'habitude, il est entré en politique comme un éléphant qui entre dans une cage en porcelaine. Donc, il s'est préparé. Il veut tout casser. Mais on sait que Trump, comme tous les éléphants, il se trompe énormément dans beaucoup de sujets. Et comme vous venez de le relever, il y a les choses qui dépendent de son pouvoir. C'est un homme qui aime le pouvoir. Vous voyez, d'abord, le pouvoir spectacle. Dès qu'il signe un décret, il brandit à la face du monde. Il prend l'opinion internationale à témoin. Non, il y a les choses qu'il va détricoter parce que ça relève de son pouvoir. D'autres, c'est seulement des effets d'annonce parce qu'il a été élu comme ça. C'est sa stratégie politique. La sortie de l'OMS, Oui, il peut dire la sortie de l'OMS, de l'accord sur le climat. COP21 de Paris. Mais le reste, américaniser le canal de Panama et envahir le Groenland, et ainsi de suite. Bon, il peut aussi augmenter les taxes au niveau de la douane. Mais pour le reste, et puis ça va durer. L'avantage de la démocratie, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il y a l'alternance, il y a la possibilité d'alternance. Vous avez connu une présidence de Joe Biden un peu calme. Maintenant, vous allez connaître une présidence de Donald Trump vraiment mouvementée. Ça va être comme ça pendant 4 ans. Et puis, il va partir. Comme il est sorti de l'OMS, c'est comme ça que le prochain président pourra remettre les États-Unis à l'OMS. Les États-Unis étaient sortis de l'UNESCO, ils sont revenus. Et quand il a été élu la première fois, il est sorti de l'accord de Paris. Joe Biden a remis les États-Unis à l'accord de Paris. Moi, c'est le seul avantage que j'ai. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est concernant les déviances. Oui, il dit il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin. La politique officielle des États-Unis reconnaîtra 2 sexes. Parce que tout le reste, c'est les déviances. Et on veut nous imposer ça. LGBT, matin, midi, soir, jusqu'à faire des festivals, non. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Pour le reste, vraiment, il fait son show habituel qu'il a porté au pouvoir et qui fait qu'il est populaire. Nous, à distance, on ne comprend pas comment un type qui a autant de... qui multiplie les outrances, les provocations, comment il réussit à séduire l'électorat. Mais c'est l'électorat américain. Il a été élu, c'est l'avantage de la démocratie. L'Amérique va récupérer la place qui lui est due, celle de la nation la plus forte et respectée du monde, a lancé Donald Trump. Le républicain s'est engagé à être un faiseur de paix et un unificateur. Il s'est notamment félicité de l'accord de trêve dans la bande de Gaza. On a vu, on l'a suivi. Accord signé entre Israël et le Hamas avec la médiation des États-Unis. Oui, il est dans la logique de son discours de campagne. Si vous voulez relever l'économie, il faut cultiver la paix et la promouvoir. Mais maintenant, conscient de ce qu'en relations internationales, les attaques frontales ne sont pas toujours les meilleures, il utilise, comme l'a dit Michel tout à l'heure, une sorte de soft power pour réguler la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'OMS qui coûte cher aux États-Unis, il a parlé de 1 000 milliards de dollars pour financer l'économie américaine. Il prévoit sortir de l'OTAN. Lorsque les États-Unis sortent de l'OTAN, on reste avec une organisation très amoindrie qui sera presque incapable d'aller sur tous les fronts comme elle veut le faire en ce moment. Il réduit l'aide américaine à l'Ukraine, ce qui va affaiblir la résistance ukrainienne et provoquer l'Ukraine à solliciter un arrangement amiable. Donc, il est très stratégique dans sa logique de promotion de la paix. C'est une option qu'il faut saluer et c'est une option qui intègre bel et bien l'Afrique sans le vouloir dans le jeu, dans son équation. Parce que l'Afrique aujourd'hui se caractérise par le multilatéralisme et des enjeux sécuritaires énormes. On ne va pas Timothée, revenir. il faut quand même reconnaître que dans tous ces discours-là, on n'a jamais entendu parler de l'Afrique et ceux qui nous regardent peuvent bien se poser la question. Ça se passe à milieu d'ici. Pourquoi on s'intéresse à ce sujet? Oui,
on doit s'y intéresser parce que ce qui se passe aux États-Unis, forcément, a une implication sur la vie nationale aussi. Forcément, je parlais tout à l'heure de la kaléidoscopie de l'Afrique actuelle. C'est une Afrique de bouillonnement avec les questions de démocratie, davantage avec les questions de sécurité. Et vous ne pouvez pas être un porteur de paix si vous ne vous intéressez pas à l'Afrique, terreau de tous les enjeux des grandes puissances, Chine et Russie et autres, et avec la militarisation de certaines chancelleries. On a le Burkina, coup d'État, on a tout l'AES, coup d'État, on a le Gabon tout à côté de nous, régime militaire, on a le Tchad, régime militaire. Et la particularité de tous ces nouveaux régimes militaires, c'est qu'ils bénéficiaient de l'aide des États-Unis. On ne peut donc pas penser que les États-Unis vont réussir à promouvoir la paix dans le monde sans promouvoir la paix en Afrique. Qui est aussi au front, qui subit la pression de la question LGBT. Je me dis qu'aujourd'hui, grâce à l'élection de Donald Trump et son approche, l'Afrique aura les coudées franches pour dire non à l'invasion du phénomène LGBT en Afrique. Donc, le fait que Donald Trump, pour l'instant, n'ait pas formellement évoqué la question africaine ne signifie pas que l'Afrique ne doit pas se préparer. Alors, il y a eu quelque chose de simpliste, on va le dire comme ça, mais c'est passé inaperçu. Le fait que la sortie de Joe Biden s'est soldée par des grâces aux membres de sa famille. Il a gracié certains membres de sa famille. Et le président Trump arrive. Il va également gracier 1500 participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il faut quand même dire que c'est étrange, non, Michel? Non, on ne saurait dire que c'est étrange. C'est la loi de la réciprocité. Donc, il faut gracier. Et la démocratie dans tout cela? Oui, ça fait partie, on laisse faire, ça fait partie d'une démocratie de couloir. On laisse faire quelque chose qui a terni l'image? On ne laisse pas faire. C'est une démocratie, c'est une diplomatie de couloir. Vous graciez les membres de votre famille, je gracie les prisonniers du Capitole. Ce qui est tout à fait normal. Et puis, on en reparle. Vous avez entendu ce qu'Emmanuel a dit? Les casseurs. On a gracié les casseurs. Ne perdez pas de vue que nous sommes en Amérique. Il est question des Américains. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Lorsqu'il parle d'Amérique, il parle des populations américaines qui sont un grand lot. Nous avons 333,3 millions d'habitants aux États-Unis. Donc, Trump va en faire un creuset pour lui, pour un rayonnement, n'est-ce pas, de l'Amérique dans le monde. Donc, ce n'est pas un problème pour lui qu'on gracie les autres. Et revenant sur une question que vous avez posée, l'Afrique n'est pas un problème pour le président Trump. Son problème, ce sont les Européens. Pourquoi les Européens, le conflit russo-ukrainien? Nous savons très bien que la position de l'OTAN à l'endroit, n'est-ce pas, de la Russie. Et compte tenu aujourd'hui de la révolution industrielle en cours, il n'est pas à ignorer qu'une négociation peut être faite entre la Russie et les États-Unis. De ça, attendez-vous déjà parce que les États-Unis gagnera à ce que ce conflit-là s'arrête. Et nous avons les Européens qui en sortent très affaiblis. La fermeture de gaz par-ci, la fermeture de pétrole par-là, ce sont des gens véritablement fragilisés aujourd'hui et il faudrait qu'ils fassent très attention dans la mesure où ils ont des politiques antinomiques. Le président Trump est protectionniste. Et parce qu'il est protectionniste, ce n'est pas une politique de bonne loi pour les Européens, ces expansionnistes et qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, sur tous les champs de bataille. Lorsqu'il va éteindre la fournaise au Moyen-Orient, c'est un dynamisme diplomatique qu'il veut démontrer à la face du monde, démontrer que les démocrates n'ont pas pu, lui, il peut et qu'il est l'homme de la situation, l'homme du moment. En fait, l'Afrique aujourd'hui, qui connaît toutes les turpitudes que nous connaissons, je crois que le président Trump sait très bien qu'aujourd'hui, dans les relations inter-États, on ne peut pas faire sans l'Afrique. Il voudrait y diligenter une seconde fois une diplomatie de couloir, parce que ce qui est certain, c'est qu'avec la plupart de ces chancelleries déjà, il a des contacts francs. Et ceux même qu'il a eu à exclure l'AGOA, il suffira qu'ils aillent faire quelques salamalek pour qu'ils retrouvent les noms, n'est-ce pas, sur la liste. Car nous savons parfaitement que ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc, le président Trump est dans une lancée, n'est-ce pas, des déficits commerciaux qu'il voudrait à tout prix rattraper. Moi, je voudrais relever la curiosité qui a quand même parlé de la promotion de la paix en multipliant les provocations. Comment vous voulez aboutir à la paix quand vous dites que vous allez reprendre la gestion du canal de Panama qui appartient à un État indépendant qui est le Panama?
Quand vous dites que vous allez envoyer le Groenland qui appartient au Danemark, ce dont il fait la promotion n'est pas de nature à porter la paix. Parce que la paix veut dire que les citoyens sont en santé. Alors, quand vous sortez votre pays de l'Organisation mondiale de la santé, qui est là pour promouvoir la santé dans le monde entier. Est-ce que ce n'est pas créer un nouvel ordre mondial? Parce que vous êtes la première puissance économique du monde. L'actuel est polarisé et on ne sait plus par où sortir. Lui veut peut-être renverser les idoles et puis nous amener un cas de figure qui serait non, plus avenant. Moi, je pense qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Si son objectif, c'est la recherche de la paix, Madame a bien fait de souligner et revendiquer de cesser le feu à Gaza, comme sa victoire diplomatique. Mais on n'oublie pas que quand il a été élu la première fois, c'est lui qui a créé encore un incendie là-bas en disant qu'il déménage l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, connaissant la situation de Jérusalem et connaissant les débats qu'il y a eu ses prédécesseurs qui sont battus pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Lui vient encore attiser le feu. Donc c'est difficile de le comprendre. Mais je dis là, son étoile qui brille, on est obligé de les subir pendant 4 ans encore. Alors, dans la foulée de son investiture, et ça intéresse les Camerounais, Donald Trump a signé un décret revenant sur le droit du sol, un principe fondateur consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine et appliqué depuis plus de 150 ans aux États-Unis. Cette mesure a immédiatement été contestée en justice par 22 États américains, dont la Californie et New York, et plusieurs associations. Ils ont intenté plusieurs procédures pointant son inconstitutionnalité. Le décret devrait interdire au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou d'autres documents aux enfants dont la mère séjourne illégalement ou temporairement aux États-Unis et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent titulaire de la fameuse carte verte. Alors ça, je crois que c'est quelque chose d'assez compliqué, non? Bon, je ne pense pas que ce soit compliqué. Tout va dépendre de la logique On a vu des interprétative. familles entières camerounaises quitter le pays, aller s'installer aux États-Unis. On a vu des Camerounais aider les épouses à aller accoucher pour avoir la nationalité oui, mais américaine. Le droit du sol auquel Donald Trump s'attaque est un droit du sol circonscrit. C'est le droit du sol qu'on reconnaissait aux personnes en situation irrégulière. Maintenant, il y a une maxime en droit qui dit « la fraude corrompt tout ». La question qui va animer les débats au niveau des juges, c'est est-ce que quelqu'un qui est en situation irrégulière peut bénéficier des mêmes droits, notamment le droit du sol, que ceux qui sont en situation régulière? C'est là tout le problème. Un juge strict va estimer que parce que les parents n'ont aucun droit, puisqu'étant en situation irrégulière, on ne peut étendre ces droits à leurs enfants. Là, en considérant que la déchéance des droits des parents emporte déchéance de celle des enfants. Mais là, il va se poser le problème de l'inhumanisme. Parce que le même droit estime que les droits de l'enfant ne sont pas attachés aux droits du parent. Donc, ce sera un riche débat sur en termes de doctrine juridique qui va permettre de régler beaucoup de problèmes. Mais Donald Trump est un homme vraiment spectaculaire. Il sait pertinemment jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. Mais son problème, c'est de prendre le peuple à témoin pour que lorsqu'il va échouer, qu'il puisse leur dire « ce n'est pas moi. Moi, j'ai voulu vous donner ce que vous me demandez, mais c'est la justice qui vous le refuse. » Alors, je voudrais dire qu'on a parlé de politique spectacle, et je suis d'accord avec M. Essomba, c'est que Trump voudrait prendre sa population à témoin. Lorsqu'il évoque, par exemple, des thèses comme il n'existera que 2 genres, nous connaissons la société américaine, avec, je ne dirais pas de dépravation, mais parce qu'il est attaché à des moyens religieux, à qui il doit dévotion. Donc, il est obligé, dès le départ, de dire aux Américains, voilà, j'ai contrecarré, j'ai parlé de l'homosexualité. Comme nous sommes dans un domaine qui nous concerne, il a parlé de la liberté d'expression. Alors, quand on a essayé de fouiller, nous savons que la société américaine est une société de liberté. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça ne concerne pas les Américains. La liberté d'expression, c'est par rapport notamment à l'Europe. Parce que nous savons que dans la société américaine, les manias des réseaux sociaux sont américains. Et les problèmes que ces manias ont vis-à-vis de l'Europe, je crois que c'est cela que Trump veut contrecarrer. Oui, ce n'est que la suite
de la guerre commerciale avec les États-Unis. Nous savons qu'avec TikTok aujourd'hui, je ne sais pas combien de millions de vues TikTok a déjà, est en train de supplanter justement le marché du numérique et attire, n'est-ce pas, des millions de spectateurs. Ce qui concourt encore à donner à la Chine une aura qu'elle n'avait pas déjà hier. Donc, vous savez, avec Huawei, il y a eu des turpitudes. Aujourd'hui, on a contourné avec TikTok. Ça revient au même. Et je crois que quand il dit qu'il va arrêter cela, il va le faire. Parce que nous savons que la guerre commerciale est née de ses rapports avec la Chine lors de son premier magistère. Et je voudrais revenir également sur la politique du droit au sol. Je crois que Trump dit à haute voix ce que les autres pensent tout bas. Nous ne sommes pas sans ignorer que pendant la dernière décennie, la politique migratoire, c'est-à-dire qu'un flux qui partait des pays marginaux vers les grandes puissances, a chamboulé, n'est-ce pas, les économies des politiques internes. Donc, même en France aujourd'hui, les gens ne sont pas tellement à l'abri. Il y a une certaine opinion qui estime qu'il faudrait que les Africains rentrent chez eux. Et chez Trump également, c'est pareil. Ceci est dû à la pression fiscale. Les gens pensent que cette pression n'a lieu qu'au Cameroun ou en Afrique. Non, c'est le monde entier qui est concerné et beaucoup plus même ces grandes puissances. On se retrouve avec une inadéquation entre ressources et population. Alors, lorsqu'il y a donc des flux de population qui n'étaient pas budgétisés, qui arrivent sur votre sol, ça crée fatalement problème. Donc, je crois qu'il sait jusqu'où il ira. Mais il est très violent quand il parle de l'immigration, indexant particulièrement. Mais ce qui est certain, il le fera. Parce que même au Canada aujourd'hui, ils ont limité le flux de personnes qui venaient à travers le monde. Il y a cette limitation partout. Donc, je crois qu'il ne dit que tout haut ce que tous les autres présidents des grandes puissances pensent tout bas. L'immigration peut intervenir. En revanche, je crois que jeudi de cette semaine, un juge a déjà rétoqué son décret abolissant le droit du sol. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Ça va être difficile. Ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Oui. Or, la plupart des juges de la Cour suprême à l'heure actuelle, 70% des juges ont été nommés par lui. Et c'est pour ça ils ne sont pas comme les juges de RDPCC. Non, c'est pareil. La redevabilité morale est inhérente à l'être humain. Souvenez-vous, si ces juges n'étaient pas comme ceux du RDPC... Je dis que jeudi, il y a un juge qui a déjà rétoqué. Non, la décision du juge n'a pas l'autorité de la chose jugée. Ça va continuer. Ça va durer 4 ans. Si ces juges n'étaient pas comme ceux que vous caricaturez, Trump n'aurait pas participé à la présidentielle. Regardez toute la machine judiciaire qui a permis à Trump d'échapper à des condamnations et de briguer la mandature. C'est la preuve qu'aux États-Unis, ils font certaines choses de façon informelle. C'est les rois de la diplomatie de couloir. Mais Trump sait que tous ces décrets qui vont arriver à la Cour suprême vont revenir avec l'onction judiciaire. Il a eu 4 ans pour préparer sa présidentielle. Et il s'est doté d'une machine extrêmement puissante. Déjà, il a la majorité au Congrès. C'est pour avoir les coudées franches dans sa politique de gouvernance. Mais Trump aujourd'hui est différent. Trump 47 est différent de Trump 45. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps d'apprendre. Donc, il va jouer le jeu sur certains dossiers, mais sur d'autres dossiers, il ira jusqu'au bout. Parce qu'à partir de... On se rend compte qu'avec Trump 47, c'était un objet scientifiquement indéterminé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Trump commence à reprendre certains schèmes. Et du coup, il devient capturable par la science. On peut déjà écrire sur Donald Trump. On peut déjà donner des noms, des titres scientifiques à la politique de Donald Trump. Parce qu'il se répète sur certains aspects, il copie chez ses prédécesseurs sur certains aspects, sauf qu'il ajoute juste sa touche de star de télévision avec des invectives contre son prédécesseur. Aux États-Unis, on ne touche pas à la Constitution. On ne peut pas effacer un amendement d'un trait de plume. Dans la perspective du développement d'une coopération décentralisée entre les collectivités territoriales décentralisées camerounaises et celles de l'Italie et de la Suisse, une délégation de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, conduite par son président Augustin Tamba, qui est par ailleurs maire du 7e arrondissement de Yaoundé, vient de séjourner, vient d'effectuer une mission de prospection en Italie et en Suisse. Elle a eu une séance de travail avec M. Antonio Ragonesi, chef du bureau de la coopération, que nous regardons. L'Italie a fait beaucoup d'investissements au Cameroun dans le plan de la santé et beaucoup d'autres choses. Et nous voulons maintenant travailler avec les communes italiennes
pour faire un certain nombre de choses sur le partage d'expériences, les ordures, les énergies renouvelables, ainsi la gouvernance locale et beaucoup de choses que nous pouvons entreprendre. Et les entreprises également, des PME italiennes peuvent collaborer avec des PME camerounaises. Nous avons un vif intérêt et nous voulons remercier cet organe fêtière qui a accepté de collaborer avec nous dans ce sens-là. On va peut-être sortir par là. Le président Trump a affirmé que les Américains allaient planter le drapeau américain sur la planète Mars en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée. C'est ambitieux, ça aussi? Non, ce n'est pas une surprise. Nous savons qu'aujourd'hui, le pouvoir réside dans la course à l'espace et qui va le plus est capé. Est-ce qu'il n'embrasse pas un peu trop? Non, excusez, il n'embrasse pas un peu trop. Est-ce que vous savez combien de fusées la Chine envoie dans l'espace en moins de 24 heures? C'est énorme ce qui se passe là-bas. Donc, comme je vous dis, la guerre commerciale qui a commencé entre les États peut muter aujourd'hui par la guerre à l'espace. Donc, moi, je crois que c'est là-bas qu'il faut montrer les muscles. Parce que l'espace appartient à personne. Qu'il aille là-bas montrer America Great Again à l'espace, moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'il aille arracher le canal de Panama ou le Groenland, c'est là où ça devient des autres. L'expression de la puissance s'accompagne aussi de ce type d'ambition. Annexer des petits territoires et conquérir l'espace, qui est aujourd'hui le véritable terreau des enjeux et des petites guerres entre les États. La question qui va se poser, c'est est-ce que le Panama a les moyens de résister à l'assaut de Trump, qui veut contrôler cet espace de flux commerciaux? Est-ce que le Danemark a les moyens de résister à l'assaut de Trump? Peut-être Trump est dans une logique de surenchère pour pousser ces deux États à revoir à la baisse certains de leurs avantages au niveau des contrats commerciaux. Il joue une tactique d'intimidation pour avoir la main la plus lourde au moment de la renégociation des contrats. Des effets d'annonce sont des effets d'annonce. Nous allons voir effectivement ce que le président Trump fera dans son mandat de 4 ans. Et puis qu'il arrête de parler de l'argent tout le temps. La sortie de l'OMS, il comptabilise ça. C'est un milliardaire. 1000 milliards. Mais pour soigner les gens, il compte l'argent. Il a manipuler les espèces. Mais dis-lui que pour soigner les gens, il ne faut pas compter l'argent. Alors, peut-être que vraiment c'est la dernière question, c'est sur Cuba qui est de retour sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Le président Trump qualifie Cuba, il qualifie cette décision, non, c'est plutôt les autorités de Cuba qui qualifient cette décision d'acte d'arrogance et de mépris de la vérité. Bon, lorsque j'ai suivi les reportages sur cette affaire, j'ai écrasé une larme. Parce que Cuba, aujourd'hui, vit comme un individu en prison. Ils n'ont presque rien, pas d'électricité, pas d'eau. Le fait pour les États-Unis de les remettre sous embargo peut tuer Cuba. Donc là, j'appelle à l'humanité, à l'esprit de solidarité internationale pour achever Cuba. Oui. Donc, vraiment, il faut, sur ce dossier, c'est le seul dossier sur lequel je ne suis pas avec lui. Emmanuel Gustave a raison de dire que si on veut parler de la paix, qu'on ne le fasse pas à Cuba. C'est une grosse reculade. Puis ses prédécesseurs avaient normalisé les relations avec Cuba. La paix doit être inclusive. Et puis, il faut seulement que Cuba serre les dents. Ça va durer 4 ans. Il ne va pas mourir. Haïti n'est pas encore... C'est l'économiste Sébastien Jean qui dit que la politique de Trump est un boulet pour les grandes puissances et les États périphériques. Donc, je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Mais là, il faut simplement se préparer, essayer de parer, n'est-ce pas, certaines balles afin de s'en sortir pour le mieux. Et c'est peut-être l'occasion aussi pour Cuba de redéfinir sa politique communiste parce que la grande figure Fidel Castro n'étant plus, et elle n'a pas réussi à être réinventée par ses successeurs, Cuba doit revoir sa position. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à tout le monde qui est venu sur ce plateau. Merci pour vos éclairages. Merci à vous qui prenez la peine de regarder ce programme tous les dimanches après le journal télévisé. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bons moments en regardant les programmes de la CRTV.